Alors, comme pour les autres conférences, le temps que ça s'installe. Donc, vous avez devant vous donc Lenny qui s'est présenté lui-même, donc militant à Poudrière et à la Marge des Fiertés et au LHDL, et Marine, militante à la LHDL, qui vont vous présenter leur conférence sur l'homonationalisme et le fémonationalisme, sujet on ne peut plus actuel, et je les laisse prendre la suite. Bonjour, donc je suis Marine et moi je vais plutôt vous présenter de mon côté le fémonationalisme et Lenny plus l'homonationalisme, mais on se répond tout au long de l'intervention puisque de toute façon ce sont des choses qui se rassemblent et se ressemblent. Alors déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai tendance à ne pas parler fort. Oui, merci. Alors, le terme de ça commence bien. Le terme de fémonationalisme est rentré plus ou moins dans non pas le langage courant, mais au moins le langage militant. Et on a tendance à le comprendre que dans sa dimension nationaliste, c'est-à-dire l'utilisation de revendications comme le principe de l'égalité de genre ou du sexisme de manière générale par les partis d'extrême droite ou partis nationalistes. Pour asseoir une idéologie raciste, ou comme ils préfèrent parfois le dire, ethno-différentialiste. Mais du coup, cette définition, ça a tendance à réduire le concept de fémonationalisme à l'idée d'une instrumentalisation du féminisme par les extrêmes droites. Ce concept, cependant, est plus complexe, et c'est pourquoi on va d'abord passer par une définition, moi, du fémonationalisme, et Lenny, de l'homonationalisme. Et toi, pourquoi tu interviens sur l'homonationalisme? Moi, on a décidé de faire cette conférence et moi d'intervenir sur l'homonationalisme parce qu'en fait, ça a un essor très important actuellement en Europe, notamment avec la présence de personnes LG. Parce que, oui, je vais faire une distinction entre les queers et les LG, qui sont en fait pas les mêmes personnes, les queers étant les personnes militantes dans une recherche intersectionnelle et de gauche, alors que les LG sont ceux qui sont certes homosexuels, mais par contre sont complètement rentrés dans la normativité de la société dans laquelle on vit, et qui donc sont en opposition, d'où aussi le courant du mouvement homonationaliste et de l'analyse des homonationalistes. C'est une théorie développée par Sam Boursier, entre parenthèses, mais important à noter, qu'il a écrit dans un livre qui est assez important pour la communauté. Et notamment, je trouvais ça d'autant plus important qu'il y a eu la nomination de Gabriel Attal sous couvert de progressisme parce qu'il est gay, ou encore ce qu'on voit avec le conflit des Israéliens contre les Palestiniens, où les Israéliens utilisent les droits LGBT, ce progressisme, pour justifier le génocide en cours en Palestine. Et donc, je trouvais important d'expliquer ça, et comment, alors que ça peut paraître complètement contradictoire, il y a des personnes LG ou Rassemblement National ou à Reconquête ou même à Renaissance et Horizon, parce que même s'ils ne sont pas catégorisés à l'extrême droite selon l'organigramme politique, ils sont quand même très fascisants, on ne va pas se mentir, Renaissance et Horizon, et comment ces personnes-là ne voient pas d'opposition avec leurs droits malgré les lois liberticides qu'ils mettent en place. Voilà. Tout à fait. Alors, je vais vous faire une petite définition. C'est un peu une définition du fémonationalisme. Donc, il a été forgé en 2012 par la sociologue et féministe marxiste Sarah Faris. Et le fémonationalisme est un raccourci pour nationaliste, féministe et fémocratique. Comme ça, vous en savez plus. Voilà, ça vous suffit. Alors, le terme de fémocrate, je reviendrai dessus après, mais ça renvoie aux féministes œuvrant au sein de l'État. Le concept de fémonationalisme a été pensé à partir du concept d'homonationalisme, voilà, de Jasbir Puar. Et c'est toi qui vas plutôt en parler de ça maintenant, si tu veux. Ça marche.
Donc l'homonationalisme est une théorie développée par Jasbir Puar après le 11 septembre aux États-Unis. Elle a commencé à l'écrire en 2007, après tous les discours qu'il y a eu en fait de l'impérialisme américain qui justifiait l'invasion et l'attaque des pays au Moyen-Orient sous couvert de protection des minorités ou des femmes. C'est donc une théoricienne queer qui explique la défense par un Nord occidental et blanc, ce qui est important, qui intervient dans les pays du Sud, ainsi que dans certains quartiers dans les villes du Nord, par exemple les ghettos aux États-Unis, les cités, enfin tous ces groupements, pour protéger les LGBT contre les barbares et les islamistes. C'est une vraie théorie et donc qui vise spécifiquement, et encore aujourd'hui, les Arabes et les personnes noires, qui sont principalement les cibles de ce Nord occidental blanc. Parce qu'on a toute une nouvelle théorie comme quoi l'homophobie viendrait de ces personnes-là. Elle serait extérieure au pays, comme si aux États-Unis, il n'y avait pas d'homophobie au moment de l'attaque du 11 septembre, comme s'il n'y avait pas d'homophobie actuellement en Europe et tout ça. Non, non, ce sont les méchants barbares du Sud qui veulent tout détruire, les beaux progrès que nous, on a eus depuis si longtemps. Et cette théorie, depuis, reprise et développée aux États-Unis par les théoriciens de Queer of Color, qui sont... Alors ça, c'est un avis personnel, mais pour moi, les personnes les plus intéressantes à suivre, de toutes les façons, que ce soit en question de féminisme ou de théorie queer, c'est ceux qui réfléchissent de manière la plus globale, parce qu'ils prennent en compte la classe, le classisme, le racisme, plus les discriminations liées au genre et orientation sexuelle. Voilà, grosso modo. Grosso modo, la définition de l'homonationalisme. Et voilà, je vais rentrer un peu plus dans le détail du fémonationalisme en termes de définition. Je vais reprendre les mots de Charlène Calderaro, qu'il a écrit dans la revue Contretemps, que je vous conseille de lire. Voilà. On fait de la pub en même temps. Le fémonationalisme désigne la convergence entre les partis nationalistes, les gouvernements néolibéraux et les intellectuels féministes, politiciennes et fémocrates dans la promotion, et c'est important, intentionnelle ou non intentionnelle, de politiques d'exclusion raciale au nom des droits des femmes. Donc, ce qui est important à comprendre avec le fémonationalisme, c'est que c'est une intersection entre les nationalistes, les féministes et les néolibéraux. Ainsi, le fémonationalisme ne désigne pas seulement une instrumentalisation, mais une convergence et donc une implication simultanée de ces trois acteurs. Et dans une perspective féministe marxiste, comme je vous ai dit que Sarah Faris était une féministe marxiste, elle forge aussi le concept comme étant aussi une économie politique. Et alors, bon, c'est les gros mots, mais c'est pour le dire un peu plus simplement, le néolibéralisme n'est pas seulement le contexte économique où a lieu cette convergence, mais on est un acteur essentiel. Et c'est souvent cette partie qui est oubliée quand on parle de fémonationalisme. Voilà. Donc, dans cette logique, l'homonationalisme, en fait, il a été constaté depuis les avancées des droits pour les personnes gays et un peu pour les lesbiennes, parce qu'on ne va pas mentir, les lesbiennes sont quand même régulièrement éjectées des avancées des droits progressistes, donc comme l'accès au mariage, à être out dans les administrations comme l'armée ou la police, l'accès à la PMA. En fait, dans une logique d'assimilation à la société néolibérale, blanche, cis et patriarcale, les personnes homosexuelles le pouvant, car correspondant à ces normes-là, se sont normalisées dans une volonté d'intégration. En fait. Elles ont accepté de rentrer dans le monde pour pouvoir bénéficier de droits et de progression, et c'est ça qui a été appelé le progressisme. Et en fait, en s'intégrant dans la société de consommation capitaliste, donc tout ça, c'est des théories qui ont été développées. Alors, par exemple, l'homonationalisme a été développé à partir de la théorie de Gane, qui avait commencé à élaborer cette théorie-là, et après a été poursuivi donc, par Jasbir Puar et Sam Boursier, donc, du côté français, qui a enfoncé, alors avec le biopolitique, c'est un peu complexe, donc j'ai essayé de résumer le maximum que je pouvais pour que ce soit entendable. Et en fait, l'idée, c'est ça exclut tous les autres comme hors normes, et en réponse à la défense de leurs droits, ils se sont unis avec l'idéologie d'extrême droite
en défendant les personnes cis, blanches, de classe aisée. Et donc en excluant les personnes racisées, les TDS, les trans, toutes ces personnes-là sont en dehors. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à concilier ce qui apparaissait comme inconciliable il y a encore 30 ans, des idées d'extrême droite, tout en étant appartenant à la communauté LGBT. Voilà, et puis c'est un peu comme ça aussi, c'est un peu sur ce même mouvement que Sarah Faris va forger le concept de fémonationalisme, parce qu'elle travaillait en Allemagne aux alentours des années 2010, et il y avait eu un colloque en Allemagne sur justement comment les extrêmes droites utilisaient les théories, ou en tout cas les revendications féministes, par les partis nationalistes. C'était un peu comment on arrive à faire avaler cette pilule-là, quoi. Pour forger son concept de fémonationalisme, Sarah Faris avait analysé la convergence qui existe entre les trois acteurs dont je vous parlais, donc les nationalistes, les féministes, fémocrates ou institutionnels, et les néolibéraux dans 3 pays qui ont des similitudes importantes, la France, l'Italie et les Pays-Bas dans les années 2010. Alors, excusez-moi. Je mets juste une petite anecdote, ce qui nous amène donc à la tête pensante de l'AfD allemande, qui est donc une femme lesbienne mariée à une Sri-Lankaise avec 2 enfants, qui est donc la présidente de l'AfD, qui est donc opposée au mariage homosexuel, au mariage avec des personnes migrantes et au fait d'avoir accès aux enfants. Mais pour elle, il n'y a pas de contradiction, puisqu'en fait, son islamophobie est tellement importante que ça prend le pas, y compris pour ceux de son parti. Elle peut donc représenter leur parti sans aucune contradiction, manifestement pour eux. Voilà, puis c'est du coup aussi ce qui s'est passé dans les années 2010, c'est qu'aux Pays-Bas, Geert Wilders est gay, Marine Le Pen en France est une femme, et Salvini est un con. Non, c'est pas ça. Mais voilà, aujourd'hui, avec Giorgia Meloni, on arrive à nous dire que c'est une avancée féministe qu'une femme fasciste arrive au pouvoir en Italie. Alors, pour construire parce que je vous ai dit, Sarah Faris, c'est une sociologue, donc c'est quelqu'un de sérieux, et qui travaille sur des... j'ai entendu un... si, les sociologues, ils sont sérieux, la plupart du temps. Donc elle va travailler, elle, sur les programmes d'intégration civique et montrer comment les thèmes féministes ne sont pas seulement utilisés, mais nécessitent la présence de représentantes féministes d'un certain courant dans le débat public et les décisions politiques. Donc voilà. Et c'est la question qu'on se posait là tout à l'heure, tu passais pour la LFD. Dans l'introduction de son ouvrage « Au nom des droits des femmes, fémonationalisme, les instrumentalisations racistes du féminisme », elle pose cette question. Les partis nationalistes trahissent-ils leur politique traditionnellement antiféministe, les féministes leur politique émancipatrice et les néolibéraux leur politique antinationaliste, en utilisant tous le droit des femmes contre les sujets masculins musulmans. Donc c'est un peu la question comment ils arrivent à accumuler leurs contradictions en fait. Voilà, et si c'en est vraiment des contradictions. Et notamment en étudiant donc aujourd'hui, ce qu'on constate avec l'homonationalisme, c'est que ils ont construit 2 grands ennemis communs. Que ce soit les fémonationalistes ou les homonationalistes, avec donc les musulmans et les migrants. Les musulmans / migrants, puisque quand on les écoute, ce sont les mêmes. Voilà. On a bien vu, par exemple, le traitement entre les réfugiés ukrainiens et ceux qui se noient dans la Méditerranée. On n'est pas du tout sur les mêmes vibes d'accueil. Et donc, ce premier qui est un ennemi extérieur et intérieur, puisqu'on en arrive quand même avec leur théorie de français de papier, donc c'est-à-dire des gens qui sont nés en France, qui sont de 3e génération, même si je déteste ce genre de désignation, mais qui ne sont toujours pas considérés comme français, alors qu'ils le sont parfaitement. Et bien évidemment, leur autre grand dada, c'est les trans. Et j'ai découvert là récemment, c'est parce qu'en fait, ça marche ensemble pour eux. Le lobby trans et les migrants / musulmans se sont unis, je vous annonce la grande nouvelle, car vous ne le saviez pas, pour le grand remplacement. Car
En fait... Vous l'avez entendu ici. Voilà. Hein, sachez-le, c'est une vraie théorie. Hein. Elle m'a sidérée, mais c'est vrai. Car nous, les trans, en fait, on s'est mis raccord avec les musulmans et les migrants. pendant une réunion secrète. Exactement. En fait, en supprimant la natalité des femmes cis blanches. Puisque comme on prend des hormones, on ne se reproduit plus. Et on laisse la place aux musulmans et aux migrants pour se reproduire plus vite que les femmes cis blanches. Donc voilà, j'espère que vous êtes heureux d'avoir appris ça. Voilà, c'est notre avancée. Donc j'ai découvert ça, notamment grâce à la Déferlante. Donc surtout, n'hésitez pas à acheter ce magazine, hein, parce qu'ils font un super travail. Et donc, Camus, hein, celui qui a... Renan Camus, hein, quand même pas l'autre. Voilà. Vient d'achever sa théorie du grand remplacement avec les trans, là, cette année. Et donc voilà, nous sommes dans un complot contre les cis blancs. Et j'espère que nous allons réussir. Je ne sais pas. J'avoue que je me sens un peu en danger. Ouais, voilà, j'espère. Tu vois, Voilà. Et là, moi, je vais vous parler de la rhétorique fémo-nationaliste. Voilà, tant qu'on y est. Hein. Allez, c'est parti. Ce qui est important avec la rhétorique fémo-nationaliste, c'est que ça passe d'abord par une racialisation du sexisme, où les autres, c'est ce qu'on disait, c'est les hommes migrants des pays du Sud, de manière générale, et les nationaux d'origine postcoloniale, qui seraient les principaux vecteurs des violences sexistes et sexuelles, dans un Occident où, vous l'avez tous remarqué, c'est une valeur cardinale et un acquis. D'ailleurs, j'en ai pour preuve le fait que ce soit Darmanin qui l'ait dit. Voilà. Donc le sexisme, c'est les autres. La sociologue canadienne Sirma Binge avance l'idée que si les nationalismes racistes et impérialistes peuvent utiliser le genre et la sexualité comme champ opératoire, c'est parce qu'ils seraient en adéquation avec la dissimulation structurelle derrière des conflits culturels utilisés par le néolibéralisme. Ok, là je suis en train de lire, donc j'ai peut-être un peu perdu tout le monde. C'est en gros, le néolibéralisme a tendance à utiliser les conflits culturels, enfin les conflits structurels, donc la pauvreté, etc., et les cacher derrière des conflits culturels. Donc c'est bien pour ça qu'ils n'ont finalement pas beaucoup de soucis avec le fascisme. Mais pour Faris, là je reviens à Faris sur le fémonationalisme, le néolibéralisme, il est structurant et c'est pas seulement contextuel. Alors, pour ça, je vais vous parler de la différence de traitement entre les femmes migrantes et les hommes migrants, parce que quand on parle de politique anti-migratoire, anti-migrants, en fait, c'est pas le cas pour tous les migrants, et oui et non. Disons que les migrants ne sont pas traités de la même façon, par rapport à leur genre. Par exemple, les hommes migrants, ils font partie de la cible, sont victimes de la cible de campagnes xénophobes et racistes présentées comme une menace pour les femmes. Ça va être très important, et je ne sais pas si vous vous en souvenez, du Nouvel An à Cologne en 2015, 31 décembre, 1er janvier 2016, où il y avait eu une vague d'agressions pendant la nuit, apparemment, c'était que des migrants qui étaient là. Il n'y avait jamais d'agression sexuelle, d'ailleurs, les jours de Nouvel An. Ça a toujours été un moment tranquille. Et qui va être très, très utilisé, notamment par le mouvement islamophobe Pegida. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de ça aussi, ça commence à dater. Et il y avait eu aussi cette caricature de Charlie Hebdo. On n'oublie pas qu'on est Charlie. Pardon. La caricature de Charlie Hebdo du 13 janvier, 13 jours après les agressions à Cologne. Que serait devenu le petit Elan s'il avait grandi, tripoteur de fesses en Allemagne? Je ne sais pas si vous vous souvenez de Elan, c'est cet enfant syrien de 2 ans et demi qui avait été retrouvé mort sur une plage en Grèce. Et donc ils avaient considéré que le petit Elan, s'il avait grandi, il aurait tripoté des fesses en Allemagne. Donc il y a une assimilation de tous les migrants masculins, même enfants et même morts, à des agresseurs sexuels. Et plus proche de nous, nous avons eu la même rhétorique qui a été utilisée pendant la loi immigration, pour la défense de la loi immigration en France, qui est passée là il y a quelques temps, où la question des violences sexistes et sexuelles a été mise vraiment en avant, encore une fois, par Darmanin. Je vous laisse apprécier ça. Oui, moi j'adore.
En sachant donc, pour nous, dans le cadre de nos associations, pour avoir essayé d'aider des personnes migrantes victimes de violences sexistes et sexuelles dans leur pays, d'où leur demande d'asile, et notamment liées à leur orientation sexuelle ou identité de genre contestée dans leur pays d'origine, on leur demande de prouver leur homosexualité, ce qui est un poil compliqué quand même, surtout quand on vient dans un pays qui est réprimée, et notamment une jeune femme que je connais, à qui la demande d'asile a été refusée parce que c'est bien connu en ce moment, en République démocratique du Congo, tout se passe bien pour les femmes, et elle n'avait pas la preuve des violences sexistes et sexuelles qu'elle vivait en tant que femme lesbienne au Congo. Donc voilà, il faut apprécier le progressisme. Voilà. Et pour les femmes migrantes, depuis le début des années 2000, principalement après le 11 septembre 2001, il y a aussi une utilisation beaucoup du récit de sauvetage féministe, avec une émancipation malgré elle et parfois contre elle, d'une culture considérée comme arriérée. Mais les récits de sauvetage donnent une place centrale à une émancipation qui passe par l'indépendance économique. Et Sarah Faris va montrer comment les politiques d'intégration professionnelle poussent les femmes migrantes à intégrer les secteurs du care, donc tout ce qui est relatif aux soins et à la, au travail domestique dans les maisons, nourrices, femmes de ménage, etc. Et qui, parallèlement, ces secteurs-là sont de plus en plus désinvestis par l'État dans un contexte européen de vieillissement de la population. Donc d'un côté, on a l'État qui se désinvestit de plus en plus de tous ces secteurs de soins, d'aide à la personne, d'aide à la garde d'enfants. Et on va pousser de plus en plus les femmes migrantes dans ces secteurs d'activité. Donc les récits de sauvetage, en fait, même si l'émancipation économique, ça peut être quelque chose d'important, elle est surtout poussée pour qu'elles puissent aller dans ces voies, ces secteurs-là. Et du coup, Faris note aussi cette contradiction qui est quand même importante, qu'il y a la contradiction qu'il y a à prôner une émancipation par le travail, tout en confinant les migrantes à des secteurs liés aux soins et au travail domestique. Donc, ils sont tous les secteurs, en fait, où nous, femmes occidentales, nous désinvestissons pour pouvoir être émancipées. Mais du coup, notre liberté est remplacée par d'autres femmes. Voilà. La différence de traitement qu'il y a aussi avec les migrantes, on le voit concrètement. Là, je ne suis pas juste dans la théorie. En 2009, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2007, il y a eu une crise, il me semble. Une petite crise, pas grand-chose, un petit pet. Donc la crise des subprimes et donc une énorme crise économique mondiale. Et en 2009, il y a le gouvernement italien qui avait supprimé de nouveaux quotas d'immigration pour répondre à la crise économique, justement. Mais il a fait une exception et a accordé une régularisation seulement pour les travailleuses domestiques et de soins, car c'était le seul secteur où la demande de main-d'œuvre ne pouvait pas être remplie par l'offre nationale. Et le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui s'appelait Maroni, qui était un membre de la Ligue du Nord. Donc, si vous ne connaissez pas la Ligue du Nord, c'était le parti de Salvini, donc c'est un parti d'extrême droite, avait défendu cette exception-là, en ne manquant pas de faire une petite différence entre migrants et migrantes, en disant qu'il n'y aurait pas de régularisation pour ceux qui sont rentrés illégalement, pour ceux qui violent une femme ou volent une villa. Donc, encore une fois, on va assimiler le migrant à celui qui vole et à celui qui viole, mais les migrantes, elles vont bénéficier d'une exception. En Allemagne, je tiens quand même à le citer, parce que je trouve que c'est quand même cocasse. En Allemagne, il y a la sociologue Elma Lutz, qui est citée aussi par Faris dans son ouvrage, qui montre que les Européens de l'Est, parce qu'on parle des migrants, mais en Allemagne, c'est beaucoup aussi des migrations d'Europe de l'Est, et ils vont utiliser le même imaginaire que pour les migrants du Sud. Pour les personnes de l'Est, les Européens de l'Est, les hommes aussi, ce sont des barbares, c'est une culture arriérée, etc. Donc on utilise le même imaginaire. Donc en Allemagne, les migrantes qui viennent de l'Est constituent la majorité des travailleurs des soins domestiques. Et donc il y a eu des permis de séjour qui ont été accordés pour régulariser des situations, mais pas des permis de travail.
Donc ça permettait à l'État, aux migrantes d'être régularisées sur le séjour, mais du coup, les employeurs n'étaient pas obligés d'appliquer le droit du travail pour les migrantes. Donc c'est là où en fait il y a la logique fémonationaliste. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une convergence entre des logiques néolibérales, un imaginaire raciste appuyé par l'extrême droite, et les récits de sauvetage par les féministes qui vont dire oui, mais c'est très bien parce que comme ça, elles ont une indépendance économique. Voilà, je ne sais pas si vous voyez le... Et pour encore faire un petit tour du côté de chez nous, et pas du côté de chez Swan, je vais arrêter les blagues, je vous promets. Lors de la loi immigration en France, on nous a présenté comme la mesure la plus progressiste, limite de gauche, qui était celle de la régularisation pour les personnes qui travaillaient dans les secteurs en tension. Et les secteurs en tension, c'est principalement justement le care et le domestique. Donc on est sur les mêmes logiques depuis 15-20 ans en Europe. Et toi, tu vas nous parler de... Oui. En fait, non, parce que je l'ai déjà évoqué, mais pour le coup, je peux le redire, la fameuse théorie du grand remplacement, mais c'est surtout, on le voit, Gabriel Attal est le parfait exemple de ça, car c'est la même logique, en fait, on a les deux mêmes logiques qui s'appliquent, c'est-à-dire celle du sauvetage sur les territoires extérieurs, notamment, là, on le voit avec la Palestine, c'est-à-dire dès qu'on est une personne LGBT qui expliquons et disons que nous soutenons les Palestiniens face au génocide auquel ils sont commis, la première chose qui va être, c'était oui, mais le Hamas les tue. Alors, je suis pas sûre qu'ils voient la différence entre le fait de se faire exploser par une bombe ou incarcérer par le Hamas là de suite. De toute façon, ils sont massacrés par les Israéliens, donc ça n'a pas vraiment d'importance. Sachant que Israël, et c'est quelque chose qui a été recensé et noté, dans une précédente conférence, ça a été expliqué, Israël a eu des moyens de pirater les communications téléphoniques de tous les Palestiniens, quasiment, repérant les personnes queer et les faisant chanter. En gros, soit ils espionnaient pour Israël au sein de Gaza, soit ils les dénonçaient pour qu'ils soient incarcérés ou tués dans la politique. Donc la défense par Israël des droits LGBT, on repassera, sachant qu'à Israël même, qui est donc un État basé sur la religion, les femmes n'ont pas le droit de divorce sans l'autorisation de leur mari, et les LGBT n'ont pas vraiment de droit. Le seul endroit où il y a un peu de droit LGBT, c'est Tel Aviv, qui est donc une ville, et pour certaines périodes, c'est vraiment un cachet de pinkwashing et de progressisme, au point où il y a des soldats israéliens qui sont allés déployer des drapeaux LGBT sur les ruines de Gaza, pour justifier le massacre des Palestiniens. Et c'est contre ça qu'on est opposé, en fait. Tout ce discours-là, pareil, de sauvetage. En sachant qu'on a aussi une contradiction très forte, qu'on développera si on a le temps, parce que je me rends compte que le temps passe quand même. Mais tout le discours de sauvetage, notamment pour les droits des personnes LGBT, en fait, c'est l'Occident qui, après avoir importé littéralement l'homophobie au sein des territoires colonisés, parce que les rapports aux orientations sexuelles n'étaient pas du tout la même, c'est déjà pas hégémonique, mais ça ne l'était encore moins. Ils ont importé cette homophobie, et maintenant, dans une logique toujours tout autant coloniale, on va aller sauver les personnes LGBT de l'homophobie dont l'Occident est déjà responsable dans leur pays. Enfin, ça a atteint un stade complètement délirant. Et sous ce discours-là, ça justifie des invasions, des interventions militaires, des violences, enfin tout un cercle qui ne s'arrête jamais. Et à l'interne, on a donc Gabriel Attal, qui nous est vendu comme le Premier ministre gay, bonne raison de progrès, alors qu'il annonce une politique encore plus austéritaire, réactionnaire et fascisante que Borne. Ce qui, quand même, Borne est notre réforme du travail, là, il n'y a pas longtemps. Attal vient d'annoncer qu'il allait refaire une réforme du chômage. Donc, c'est sous couvert de ces discours-là, c'est pour faire aussi avaler la pilule. Et c'est bien
contre ça qu'on est opposé, en sachant que je rappelle que Gabriel Attal, c'est 7 personnes de son gouvernement qui sont clairement manif pour tous. Donc on est content d'avoir un homosexuel comme Premier ministre quand il fait venir des gens de la manif pour tous pour gérer. Et c'est là, Marine va développer avec Fémocrate. Donc on a un peu inventé le mot homocrate parce que ça n'existait pas, mais c'était pour dire que ça se ressemblait. En fait, c'est des personnes qui sont au sein des institutions étatiques, qui ont du vrai pouvoir, mais qui ne sont pas pour la défense des droits. Ce ne sont pas vraiment des féministes, ce ne sont pas vraiment des militants queer. C'est juste un beau vernis qui permet de faire plein de saloperies, on va dire ça comme ça. Tout à fait. Et du coup, là, je vais vous expliquer ce que c'est vraiment fémocrate, parce que c'est vrai que c'est un mot qui peut être compliqué à comprendre, à appréhender, et j'avoue que moi-même, j'ai eu beaucoup de mal à vraiment savoir ce que c'était. Et alors, désolée, je lis un peu, mais pour le fémonationalisme, plutôt que d'utiliser le terme d'instrumentalisation du féminisme par des acteurs non féministes, le fémonationalisme met en avant une convergence, notamment avec le féminisme institutionnel. C'est là où je parle des fémocrates. Mais quand je dis ça, ok, il y a une convergence avec le mouvement féministe, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que déjà, le mouvement féministe, il n'est pas homogène. Donc de quel féministe on parle ? Alors, ce sont les féministes qui sont en poste dans les institutions de l'État chargées des droits des femmes. Par exemple, les ministères consacrés, les délégations aux droits des femmes à l'Assemblée, les hauts conseils à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est là où on va retrouver des fémocrates. Mais les fémocrates ne sont pas forcément dans une logique fémonationaliste. C'est ça qui... Les féministes qui ont un rôle d'influence et un pouvoir de décision sur les politiques publiques et les associations qui sont subventionnées, et très largement subventionnées. Pour ne citer, et c'est pas pour leur mettre un pointeur dessus, mais par exemple, le mouvement d'Uni est très subventionné sur la question de la prostitution, la Fédération nationale Solidarité Femmes, etc. Et elles ont des positions d'influence qui sont liées aussi à un positionnement politique. Et ce positionnement politique, ça leur permet de maintenir un lien avec les institutions, un lien qui est aussi celui de la subvention. Ce qu'on peut retrouver par exemple avec FLAG, qui, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est le premier syndicat au sein de la justice, la police et des armées pour les personnes LGBT, qui est donc dirigé par un dirigeant de Reconquête. Mais qui a les principales subventions et qui est le premier syndicat dans toutes les administrations avec compétences régaliennes de l'État. Et là, je vais vous donner, je vais survoler, mais sur la loi sur le voile intégral de 2010, il y a plusieurs associations qui ont été invitées, mais toutes les voix dissonantes ne sont pas dans le rapport final. C'est ça, en fait, c'est-à-dire que même si on va montrer qu'il y a une diversité des mouvements féministes, elles vont être auditionnées pour celles qui sont le moins subventionnées et celles qui ne vont pas dans le sens en fait, de la politique de l'État. Et on va écouter celles qui sont subventionnées, celles dont on va considérer des féministes intellectuelles qui sont considérées comme experts, comme Elisabeth Badinter, par exemple. Mais les autres, elles sont des fois, dans le cadre de 2010, de la loi sur le voile intégral, elles ne sont même pas dans le rapport final. C'est-à-dire qu'elles ont été auditionnées, mais ce qu'elles ont dit n'est pas dans le rapport final. Donc ces 2 dernières décennies, la gestion publique des droits des femmes est marquée par le rôle des forces de l'ordre et par une racialisation du sexisme, avec le harcèlement de rue, le voile, etc. Pour un résultat parfois contraire aux intentions qui sont présentées. Par exemple, quand on a des lois sur la prostitution, le résultat, ce n'est pas de la protection des personnes, des travailleuses du sexe, mais elles sont plus contrôlées, plus arrêtées que les clients, alors que normalement, c'était les clients qui étaient à la base... Et depuis aussi la loi sur le voile de 2004 et le voile intégral en 2010, ça n'a pas ni empêché le voile, de fait, mais ça a surtout contribué à une montée de l'islamophobie et des violences racistes. Donc voilà. En fait, moi, ce qui me semble important, surtout là-dedans, c'est que le féminisme institutionnel va déléguer la lutte pour l'égalité des genres, enfin pour l'égalité, au nom des droits des femmes, justement, à la police. À la justice. C'est de plus en plus marqué comme ça.
Et c'est comme ça qu'on se retrouve aussi avec ce mouvement de féminisme institutionnel, des voix de féminisme qui ne se revendiquent pas forcément identitaires, comme par exemple nos préférés, les féministes, Dora Muto et Marguerite Stern, mais qui arrivent à avoir une capacité d'influence et de positionnement au niveau de l'État et du Parlement, avec notamment des pétitions qui ont atteint le Sénat, et où on est passé pas très loin de l'inscription dans la loi contre les thérapies de conversion. Elle voulait y mettre les transitions. Voilà. Elle voulait que les transitions appartiennent aux thérapies de conversion, puisque leur théorie est donc, je l'explique pour ceux qui ne l'ont pas, que les hommes trans sont donc des lesbiennes traîtresses, parce que si tu es trans, tu peux pas être gay en plus, bon, bref. Et les femmes trans sont donc bien évidemment le danger, parce que c'est vraiment leur grosse marotte. Nous, les hommes trans, on est vraiment à côté du truc. Vraiment, leur obsession, c'est les femmes trans, qui dans leur tête restent des hommes et seraient là pour agresser les femmes et les lesbiennes. Et on en rigole, mais il faut pas trop, parce qu'en fait, elles ont vraiment une capacité d'influence, et notamment, elles ont réussi à s'institutionnaliser, comme on peut le voir avec l'Observatoire de la Petite Sirène ou Hippomonie, ce sont eux qui sortent les rapports parlementaires pour aider les sénateurs et les députés à prendre leurs décisions sur la législation de l'accès aux hormones, de l'accès à la PMA pour toutes. Et c'est en ça que c'est vraiment hyper important, parce que sous couvert de progressisme, de féminisme, de défense des droits LGBT, ils ont un vrai agenda politique. Et ils ont vraiment du pouvoir, et ils sont vraiment déjà en place. Et notamment Aurore Berger, qui reçoit ces personnes-là, les membres du gouvernement qui font partie de la PMA, de la Manif pour tous, pas la PMA pour toutes du tout, c'est pas du tout ça le sujet pour eux. Et tout ça. Et c'est vraiment une notion qui est importante à comprendre, parce que ça explique les dissensions qu'il y a même au sein de la communauté LGBT, et ça a créé des dissensions dans les mouvements féministes, notamment avec les TERF, qui se revendiquent du féminisme. Elles se revendiquent féministes radicales, excluant les trans. C'est littéralement ce que veut dire TERF. Et c'est important de le savoir, parce que elles peuvent avoir des discours, tous autant qu'ils sont, hyper séducteurs, et qui ne manquent pas de logique sur certains aspects. Et c'est pour ça que ça nous paraissait important aussi de l'aborder. C'est que non seulement ils sont déjà en place, ils ont un discours qui est bien rodé, et ils jouent aussi sur les dissensions qu'il peut y avoir au sein de nos différents mouvements. Et c'est bien pour ça qu'il faut les analyser, et pas penser qu'on peut juste s'en moquer. Il faut vraiment comprendre comment ils fonctionnent et à quel point ils se sont installés. Voilà. Et c'est ce que tu dis, c'est que l'articulation qu'il peut y avoir dans les mouvements féministes entre féminisme et racisme, féminisme, prostitution, féminisme et religion, féminisme, voile, féminisme, enfin voilà. Ça a toujours divisé le mouvement féministe français. Bon, on ne va pas le résoudre aujourd'hui. Par contre, au niveau de l'État, ces dissensions, elles n'existent pas. Parce que le féminisme majoritaire au sein des institutions de l'État est plutôt unifié et homogène. Donc, nos dissensions ne remontent pas jusque-là. Donc, finalement, le discours, c'est celui qui va racialiser le sexisme, c'est celui qui va dire que c'est OK de faire des récits de sauvetage et de mettre des femmes migrantes dans le secteur du Caire. Voilà, ça va être tout ça. Et le problème, c'est que ça a quand même des implications pour nous, parce que les rapports de force internes et les débats qui traversent le mouvement féministe n'ont pas de représentation politique. Et il y a un décalage aujourd'hui entre un État qui va se revendiquer du féminisme, les fémocrates qui vont dire qu'on a des avancées féministes, et ce qui se passe au niveau local, au niveau associatif, où il y a des répressions de manifestations féministes où les femmes, enfin les militantes se font taper dessus, où on fait du chantage à la subvention. Moi, je vais me dépêcher. Moi, c'est celui-là. Mais désolée, on a pris trop de temps. On ne s'est pas bien mesuré.
Ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi des critiques sur les subventions. On fait beaucoup en ce moment, ça c'est la grande technique de l'État aujourd'hui, c'est faire du chantage à la subvention publique. On l'a vu dernièrement avec Aurore Berger qui a lancé une enquête pour savoir si les féministes elles avaient bien répondu au massacre du 7 octobre. Bon, de fait, son enquête, elle n'a rien donné, mais parce que qu'est-ce que tu voulais que ça donne? Mais c'était pour retirer les subventions. Voilà, au niveau local, avec le pacte républicain demandé par Marlène Schiappa, fémocrate en chef, j'ai presque envie de dire, c'est un exemple typique, Marlène Schiappa. On se retrouve avec des associations LGBT qui n'ont plus de locaux parce qu'elles font des réunions non mixtes. Donc voilà, dans notre ville, par exemple. Coucou Édouard. Et voilà. Donc en fait, moi, ce qui était important de vous dire avec le fémonationalisme, c'est que le féminisme n'est pas étranger à tout ça. C'est pas juste une question de l'extrême droite. Il y a un féminisme identitaire, mais on va dire que c'est une utilisation du féminisme. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il y a des groupes à l'extrême droite qui sont des groupes féminins anti-féministes. Ça a été le cas des Antigones qui se sont créés pendant la Manif pour tous et qui n'existent plus, il me semble, aujourd'hui. Mais un groupe comme Némésis, qui existe depuis 2019, se revendique du féminisme. Et par bien des aspects, elle retrouve certaines féministes institutionnelles. Donc, parce que la Némésis, juste pour dire, ça sort de... Selon Street Press, ça serait issu du groupe Bellica de Solveig Melino, qui est une féministe occidentaliste. Alors, l'occidentalisme à l'extrême droite, ça veut dire que c'est l'acceptation... Alors, j'espère que vous l'acceptez. L'acceptation de la supériorité de la civilisation occidentale et de ses valeurs. Voilà. Donc, elles sont issues de ce groupe-là, même si elles sont en froid aujourd'hui avec Solveig Melino. Et le collectif Némésis, il revendique 3 objectifs. Lutter contre les violences faites aux femmes dans les milieux professionnels et publics, en particulier quand les auteurs sont des migrants. Donc, elles reprennent toute la vague de harcèlement de rue et de toutes les revendications qu'on a pu avoir sur le harcèlement de rue. Elles veulent amener dans le débat public l'immigration comme facteur de violence faite aux femmes occidentales. Est-ce qu'on est très loin d'une banataire qui va dire que les femmes voilées sont des personnes malades qu'il faut soigner? Je ne suis pas sûre. Et elles veulent promouvoir la civilisation occidentale comme épanouissante pour les femmes. Et je reprends Sarah Faris. Dans les programmes d'intégration civique, on présente l'égalité de genre en Europe comme une valeur cardinale et un acquis et auquel on devrait se conformer. Donc finalement, ce féminisme identitaire qui est très marqué à l'extrême droite, oui, c'est du fémonationalisme, mais le fémonationalisme à la base, c'était pas les personnes, c'était pas Némésis. Donc il y a même, quand elles vont s'investir sur le harcèlement de rue, quand elles vont s'investir sur le harcèlement de rue, elles passent après la loi de Marlène Schiappa sur la contravention contre le harcèlement de rue. Voilà. Donc je suis un peu. Donc voilà, c'est juste que tout le discours qu'on a depuis 20 ans sur l'islamisation de la société, sur le grand remplacement, etc., qui sont tenus par un extrême centre, par un féminisme institutionnel, blanc de classe bourgeoise, avec des liens avec les institutions publiques, derrière, il y a des groupes identitaires qui peuvent se former. Et donc moi, pour conclure, promis, je fais le plus vite que je peux. C'est ça. En fait, l'homonationalisme, pour moi, et le fémonationalisme, alors là, je vous livre un peu, c'est mon analyse personnelle, donc vous ne serez pas obligé d'être d'accord, loin de là. Mais pour moi, en fait, c'est le résultat des impensés et surtout de l'exclusion par les féministes blanches dans les années 70 de classe moyenne, des penseuses racisées, butch, queer, trans, TDS, parce que ça leur plaisait pas trop. On oublie que Stonewall, c'est des femmes racisées, TDS, qui ont lancé les émeutes. Ce sont elles qui ont été le plus arrêtées, torturées, emprisonnées dans les différents États occidentaux, et qu'on les a complètement invisibilisées. Et que pour moi, vraiment, l'homonationalisme et le fémonationalisme, c'est le résultat de ces mouvements féministes des années 70, de la deuxième vague, en fait.
notamment par l'invisibilisation de... Alors là, je vais vous citer des autoristes et je vous conseille vivement de les lire parce que vous allez découvrir notamment sur le rapport à la virilité, à l'histoire de genre, au décolonialisme. Enfin, c'est pas du tout des nouvelles... Ça appartient pas à cette nouvelle vague, en fait. C'est des théories qui ont commencé il y a un bon moment. Et donc, avec notamment Judith Butler, donc rejetée car juive, parce que c'est quand même ça. Stone Butch Blues avec Leslie Feinberg, sur le sujet quand même parfait. La HUP le propose à la vente. Honnêtement, je vous conseille de le lire. C'est Alors, faut pas être déprimé. Juste ça. Mais sinon, super. Mais tout le monde l'est en ce moment. Voilà, c'est ça. Audre Lorde, Bell Hooks, Gloria Anzaldúa, qui est donc celle qui a théorisé les lesbiennes chicanas, dont personne n'a entendu parler, puisque une femme mexicaine dans les années 70, ils en avaient un peu rien à foutre, mais elle revient. Et même aujourd'hui, celle qu'on n'entend pas forcément beaucoup, comme Michaela Danger, avec le recueil qu'elle a écrit, Afro-Trans et tout ça, en fait, c'est ça, c'est que pour moi, c'est une erreur. L'impensée des militants des années 70, ça ne doit plus être la nôtre. C'est que pour moi, on ne doit pas lutter pour l'égalité, mais pour le changement de ce monde, en fait. C'est parce que l'égalité, c'est forcément être capitaliste. Bref, voilà, s'il y en a qui ont des questions, j'arrête là, parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Alors, merci. Merci beaucoup pour l'intervention. Merci. Et n'hésitez pas à poser des questions parce qu'il y a plein de choses dont on n'a pas parlé. Oui. Alors, déjà, premièrement, je tiens à informer parce que je sais que par rapport au sujet qui est lourd, la conférence a l'air courte. Le Havre des Luttes, avec la Poudrière, la Marche des Fiertés et d'autres associations, si elles le veulent évidemment, compte bien tenir tout un cycle là-dessus qui nous paraît essentiel. Je vais profiter du privilège d'avoir le micro pour moi poser une question. Ce n'est pas le seul privilège que j'ai aujourd'hui. Non, c'est parce qu'en fait, on s'appelle le Havre des Luttes et qu'on a une mairie dans laquelle je sais qu'il y a des associations queer qui se sont fait censurer, des associations féministes, sous couvert de structures dont vous avez parlé. Et donc, quid de tout ça? Est-ce que vous le ressentez dans les structures où vous travaillez? Et après, promis, je ne pose plus de questions. Bon, alors, pour la Poudrière et la Marche, ça, je peux répondre. En fait, dans la logique de la loi séparatisme et du pacte républicain, donc fait par la fémocrate en chef, comme expliquait Marlène Schiappa, nous avons été exclus du lieu dans lequel nous pouvions tenir nos permanences et tout ça depuis des années, car il nous a été demandé par la mairie au moment où l'association Fort a perdu la gestion du fort de Tourneville. Il nous a été demandé de faire un courrier expliquant que nous ne discriminerions plus à l'avenir les personnes hétérosexuelles de notre association LGBT. Donc, ce à quoi nous avons donc décliné poliment en expliquant qu'en plus, nous n'étions pas particulièrement discriminants, à part pour les permanences en non-mixité trans. Nous n'allions pas leur expliquer qu'il y avait des trans qui pouvaient être hétéros, parce que ça, je pense qu'ils ne l'auraient pas compris, mais que c'était le seul cadre dans lequel on avait une discrimination, si on veut, en sachant qu'on ne demande pas de carte d'identité, de transidentité. Enfin, toute personne qui se questionne sur son genre est bienvenue à nos permanences. Et qu'après, les seules exclusions qui aient pu avoir lieu, c'est quand il y a eu des personnes reloues à nos soirées, et qui donc, le critère était relou. Voilà. Après, on n'a jamais fait autre chose. Relou dans le cadre des valeurs républicaines. Voilà, exactement. Relou dans le... et en fait, c'est là qu'on a découvert, parce que ça nous a été rapporté. Enfin, là, c'est pas du tout. Ça nous a été rapporté directement. Enfin, j'étais là quand ça nous a été dit. Des gens se sont plaints, voilà, qu'on aurait été discriminants envers eux à cause de leur hétérosexualité. Ce qui est donc bien évidemment absurde dans une société hétéro-patriarcale qu'on soit discriminé parce qu'hétéro. Mais manifestement, pour la mairie du Havre, c'était plausible. Et c'est comme ça que ça fait 2 ans que nous cherchons un endroit où s'établir. Voilà, donc nous, oui, on le ressent bien. On le ressent aussi dans les réunions qu'on a pu avoir sans qu'on soit complètement rejeté. Mais on veut bien nous recevoir, mais c'est jamais poursuivi d'effet, en fait. Et les seules choses qui ne peuvent pas empêcher, c'est quand on arrive en disant « on va faire ça », on ne vous demande pas votre avis, juste on vous informe parce qu'on est sympa et qu'on ne veut pas d'embrouille. Mais sinon, ça s'arrête là.
Bonjour. C'était une remarque, mais qui peut peut-être amener à des compléments sur ce que vous disiez. Ça ressemble un peu vos deux phrases, enfin, ce que vous avez dit plutôt vers la fin. C'est pour ce qui est justement de la réappropriation du mot féministe par des personnes qui, dans les faits, ne le sont peut-être pas forcément. Est-ce que ça ne viendrait pas du coup plutôt de la réappropriation de l'histoire féministe et des vagues précédentes, dans lesquelles justement il manquait la prise en compte de points de vue de femmes racisées, de femmes trans, de femmes qui ne rentraient pas dans justement l'histoire écrite dans les vagues féministes précédentes en fait. Alors, moi je vais répondre juste sur Némésis. Némésis ne revendique la première vague, mais rejette la deuxième et la troisième. À partir du moment où, on va dire la deuxième, où il y a Simone de Beauvoir qui va dire on ne naît pas femme, on le devient, Némésis, voilà. Donc elle se revendique de la première vague, mais pour elle, l'égalité, elle est déjà là en Occident. Voilà, à partir du moment où on a eu le droit de vote, c'est bon. Et sur les luttes qu'il y a pu avoir sur la deuxième vague, notamment sur le droit à disposer de son corps, donc par la contraception, l'avortement, etc., elles ne prennent pas position. Elles ne prennent pas position parce qu'il y a des dissensions au sein de Némésis. Ça, c'est l'ouvrage de Magali de la Souda qui s'appelle « Les nouvelles femmes de droite » qui l'explique. Elles ne vont pas prendre position sur les questions de l'avortement parce qu'il y a des dissensions en interne, mais elles ne sont pas forcément contre, mais elles ne sont pas forcément pour. Et si elles sont contre la GPA, elles n'ont pas de positionnement public sur la PMA. Donc elles sont vraiment sur les trois objectifs que j'ai donnés. C'est pour ça que je dis que si elles peuvent se revendiquer du féminisme, même si c'est un féminisme de première vague, etc., et que ce serait oublié qu'il y ait aussi des féministes de la première vague qui étaient aussi colonialistes, qui défendaient le colonialisme et qui étaient racistes. Donc c'est aussi, je pense, là où on a quelque chose d'important, non seulement c'est de ne pas oublier toutes les luttes qu'on a pu avoir, et c'est pour ça que les archives, c'est important. Je ne sais pas où est Zoé, mais les archives, c'est important, et que c'est un travail essentiel. Donc effectivement, de toutes les luttes qui ont été oubliées, silenciées, voilà. Mais aussi, il y a une réécriture de notre histoire féministe blanche. Une espèce de roman oui, il y a un roman qui se fait. C'est-à-dire que, justement, on est presque condamné, si on ne prend pas en compte tout ce qui s'est passé, les erreurs, et pas les erreurs, tu vois, mais qu'on ait un discours critique aussi sur notre histoire du féminisme. Et par exemple, les féministes colonialistes, on ne va pas forcément en reparler. Je trouve que c'est important qu'on... C'est bizarre, justement, c'est entre réécrire et vraiment la sélection, la mémoire sélective des événements et des mouvements. Oui. Ben, c'est pour ça que les autrices, là, parce que c'était majoritairement des femmes que je conseille, ce sont des femmes de la deuxième vague qui ont été silenciées pendant très longtemps. Bell Hooks l'explique super bien. Je ne sais plus dans lequel de ses livres, parce que voilà. Mais elle explique très bien comment elles ont été exclues, les femmes précaires, les femmes racisées, des cercles de parole des féministes blanches, en fait, qui se sont organisés au sein des universités sans donner accès, alors qu'au départ, les groupes de parole de la deuxième vague se sont faits dans les quartiers. Après, ils ont accédé aux universités, et en fait, à partir du moment où ils ont accédé aux universités, elles les ont exclues parce qu'elles n'ont pas pris en compte qu'elles avaient des enfants à gérer, la ségrégation, par exemple, aux États-Unis, ce genre de choses. L'enjeu de la visibilité. Voilà, et donc c'est pour ça que moi je conseille ces autrices-là à lire, parce qu'elles sont vraiment extrêmement intéressantes. Et ça nous permet de nous remettre... nous, aujourd'hui, on a beaucoup de mal à penser que les féministes musulmanes existent, et pourtant elles sont là. Et elles ont des choses extrêmement intéressantes à dire et que c'est elles les principales concernées sur les questions notamment d'islamophobie actuellement. Et juste... Non, vous n'avez pas coupé le micro. Mais on va arrêter, couper, d'accord. On va couper. Je voudrais juste dire deux choses par rapport à... C'est que le féminisme, il n'est pas qu'occidental, déjà de une. Donc c'est intéressant aussi de s'intéresser à tout type de féminisme. Bon, bref. Et deux, quand je parle des fémocrates, je voudrais que ce soit bien clair.
toutes les féministes qui travaillent dans les institutions ne sont pas des fémonationalistes. Je voudrais que ce soit vraiment clair à la fin de cette conférence. Tout le monde n'est pas Marlène Schiappa. Il y a des gens très très bien qui travaillent à l'Observatoire sur les inégalités, etc. Donc être fémocrate, c'est pas forcément une mauvaise chose. Je voudrais que ce soit vraiment très clair là-dessus. Mais il y a une forme de fémonationalisme chez des fémocrates. Voilà, comme ça je suis claire. En début de conférence, vous parliez d'un auteur nommé Camus et vous avez dit en rigolant que c'était pas l'autre Camus, donc vous faisiez référence à Albert Camus, non? Oui. Du coup, je me demandais, parce que je suis pas très renseigné, qu'a-t-il fait de reprochable? Alors, désolée, c'est mon dada. Oh non. Ah si, Camus. Oui. Alors, en fait, ce que j'ai à lui reprocher, donc déjà, je vous conseille de lire... et j'ai oublié le titre du livre, donc je te le donnerai après. Oubliez Camus. Merci Zoé. Je savais que je pouvais compter sur toi. De Olivier Gloag. En fait, c'est Camus, j'ai rien à lui reprocher en soi, parce qu'il a des théories philosophiques qui valent le coup, notamment face à l'absurde. Ce qui est assez pénible, c'est que c'est un philosophe qui est aussi bien repris par la gauche que la droite, ce qui, ça, est problématique. Notamment parce que dans ce qu'il développe, mais je te conseille de le lire parce que sa pensée est quand même un poil complexe malgré tout. Ce qu'on a tendance à oublier, en fait, c'est que, un peu comme disait Marine sur les féministes colonialistes, c'est un colon. Et il regrette l'époque de l'Algérie, en fait. Et qu'il y a tout un roman et tout un récit qui a été... Ah ben non, mais en plus, c'est hyper bien marqué dans les articles et tout. Ah, je suis désolée, je l'ai lu et dans la... bref. Nous en ferons un autre débat. On rentre dans un autre débat. Mais en fait, il y a toute une partie de son éducation, c'est un Français d'Algérie. Ça, c'est clair. Et, par exemple, il y a toute une analyse qui est faite... notamment sur la peste, et qui, quand il vit très mal quand Oran recommence à être algérien, c'est-à-dire repris dans la vie du quotidien par des Algériens. Et en fait, ce que j'ai à reprocher, c'est pas tant à Camus en soi, c'est plutôt ce que disait Marine tout à l'heure, cette espèce de réécriture de roman national dans lequel... dès que tu as été un militant de gauche, forcément, tu n'as pas été raciste, ce qui est faux, parce que ça n'a pas de rapport. Et parce que... En fait, je te recommanderais de lire Les Décoloniaux, qui l'expliqueront mieux que moi. C'est qu'en fait, c'est comme le patriarcat, c'est comme la transphobie, c'est comme l'homophobie, c'est comme la misogynie. On a tous un racisme intégré. On est dans une société qui est raciste et qui a été basée sur le colonialisme. Donc on a forcément un regard qui est imprégné de ça, et ce qui est important, c'est de le sortir. Et Camus, il peut être repris par les uns comme par les autres, parce que c'est devenu un héros du roman national français. Et c'est toujours une chose dont il faut se méfier à partir du moment où tu réécris une histoire et que tu en oublies des parties. Et ça ne veut pas dire que tout ce qu'a écrit Camus est mauvais. C'est un peu comme avec Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, elle est hyper importante. Pour autant, on peut lui reprocher son rapport très étrange au grooming. Ça ne veut pas dire que ses textes sont à jeter. C'est-à-dire qu'il faut juste les remettre dans leur perspective et dans leur contexte. Dissocier le texte de l'autrice. Mais pas vraiment, en fait. Non, c'est pas les séparer. C'est prendre en compte que ça fait partie de leur analyse et que tout n'est pas à jeter. Et par contre, pour Renaud Camus, ça marche très bien pour allumer un feu. Parce que, outre le fait d'avoir une écriture médiocre, lui, il n'a pas de racisme intégré. C'est un racisme décomplexé et c'est pas très intéressant. Donc, voilà. Donc je conseille de lire Albert Camus. Oui. Albert Camus a plein de choses à apporter quand même. Mais c'est ça que j'essaie de dire. Voilà, et que Renaud Camus, c'est autre chose. Et Jean-Yves Camus, c'est encore autre chose. Alors, Jean-Yves Camus, c'est un mec qui analyse l'extrême droite. Si, je finis ma blague. Qui n'est pas une blague, qui est une anecdote. Mais souviens-toi, si un jour tu vas dans une librairie et que tu veux un livre de Jean-Yves Camus, ne va pas voir ton libraire préféré en disant « Bonjour, vous avez le livre de Renaud Camus ?» parce que tu as oublié le nom de Jean-Yves Camus et que depuis, il te prend pour une fasciste et t'oses plus rentrer dans sa librairie. Voilà. Merci beaucoup en tout cas.